Par une chaude soirée d'été en Floride, dans ce qui semblait être un quartier tranquille, une série d'événements allait basculer dans l'horreur. Ce qui avait commencé comme un mariage, avec ses hauts et ses bas, avait lentement dégénéré en une situation que personne n'aurait pu prévoir. Lorsque la colère, la jalousie et l'obsession s'entrelacent, elles forment une spirale infernale qui mène à des actes irréparables. Au cœur de cette tragédie se trouvaient des vies innocentes, piégé dans une escalade de violence à l'issue fatale. Ce qui s'est produit cette nuit-là a laissé une communauté entière sous le choc et a marqué à jamais ceux qui avaient été les témoins involontaires de cette descente dans la folie. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Murders Explained. Aujourd'hui, vous allez le voir, je vais vous parler d'un meurtre assez obsessionnel, d'un meurtre assez passionnel. Avant que la vidéo commence, je tenais à faire une mini mise au point par rapport à certains commentaires que je peux recevoir me disant que j'ai une voix robotique, que je ne sais pas parler, etc. etc. Alors comme je l'ai déjà expliqué il y a quelques mois maintenant, j'ai changé la manière dont j'apporte les vidéos sur Murders Explained et je suis toujours un petit peu en apprentissage quant à ma manière d'apporter mes phrases et mon récit. Donc je remercie les personnes qui me donnent des conseils avec bienveillance, qui me donnent des conseils avec respect, et pour les autres, je vous laisserai tout simplement aller regarder d'autres créateurs de contenu ou tout simplement Elliot les mercredis et les dimanches. Je tiens quand même à le dire parce qu'au bout d'un moment ça devient un peu redondant alors que j'essaye vraiment de faire mon mieux par rapport au récit que je propose. Tout ceci étant dit, je remercie également toutes les personnes qui prennent vraiment le temps de me donner des conseils mais également de complimenter les changements que j'ai apportés sur Murders Explained. Et je parle vraiment que de ma personne parce que Elliot lui, ça fait déjà un moment qu'il gère vraiment sur cette chaîne. Tout ceci étant dit, si cette histoire sera inédite pour vous, n'oubliez pas de liker et commenter, ce qui aide énormément à faire développer la chaîne. Abonnez-vous si vous voulez nous faire grandir en termes de nombre d'abonnés. Et moi, je vous retrouve après le générique. Amanda Cloninger Collet, âgée de 36 ans, était une femme rayonnante, autant par sa beauté que par sa personnalité, chaleureuse et charismatique. Elle était extrêmement extravertie et pleine de confiance. Elle savait d'ailleurs captiver toutes les personnes qui l'entouraient. Amanda avait un grand cœur et quand elle aimait, elle le faisait avec une immense passion. Cela était particulièrement vrai dans sa relation avec son mari, James Terry Collet Jr., qu'elle avait épousé 8 ans plus tôt, 8 ans avant les faits tragiques qui se sont produits. Ainsi, ils ont eu 2 jeunes enfants que Amanda adorait particulièrement. Dans les débuts de leur relation, Amanda et James semblaient former un couple équilibré. Elle était une sorte de papillon social, elle animait leur vie avec son énergie débordante. Lui de son côté était un petit peu plus réservé. Il semblait, à l'époque, accepter cette dynamique sans trop de difficultés. On avait vraiment une force tranquille et quelqu'un d'un petit peu plus extraverti. Cependant, avec le temps, cet équilibre a commencé à s'effriter. Ce qui avait d'abord semblé acceptable pour James est devenu une source de frustration qui grandissait. Son comportement, du coup, avec le temps, changea progressivement, laissant place à une attitude possessive et contrôlante. La situation s'est même détériorée davantage lorsque James a commencé à sombrer dans l'alcool. Il buvait de plus en plus souvent et de plus en plus en grande quantité. On a donc ici un couple qui semblait avoir un équilibre au départ, mais celui-ci a littéralement virevolté, James se plongeant dans des démons assez sombres. Cette spirale descendante a rendu la vie à la maison de plus en plus toxique et invivable, notamment pour Amanda. Le climat familial s'est transformé en une tension constante, rendant chaque jour plus difficile que le précédent. Consciente du danger pour elle-même et ses enfants, Amanda a pris une décision courageuse. Elle a demandé le divorce. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Face à la menace que James représentait, elle a demandé une ordonnance restrictive pour se protéger.
espérant ainsi tourner définitivement la page de cette relation dangereuse. Elle savait que les choses pourraient dégénérer. Après leur séparation, James a quitté la maison familiale, mais il n'avait aucune intention de définitivement couper les ponts avec elle. Avant de partir, il a demandé à plusieurs de ses amis de garder un œil sur Amanda et de l'informer de tout ce qui se passait chez elle. Il voulait savoir exactement qui elle fréquentait, et il voulait aussi s'assurer qu'elle ne tournerait pas la page. Assez obsessionnel et manipulateur. L'idée qu'Amanda puisse reconstruire sa vie sans lui était insupportable, et James comptait bien tout faire pour l'en empêcher. Malgré l'ordonnance restrictive mise en place, il a continué de harceler Amanda, inondant son téléphone de messages menaçants, parfois plusieurs fois par jour. Les SMS et les messages audio qu'il lui envoyait étaient remplis de haine et de promesses de vengeance. Mais tout prit une tournure encore plus inquiétante, le jour où James a reçu une photo, envoyée par l'un de ses voisins, qu'il avait mobilisé pour surveiller Amanda. Sur cette image, qui a été prise depuis l'autre côté de la rue, on voyait un homme, Lamar Duberly, en train de tondre la pelouse devant la maison d'Amanda. Qui était-il? Était-il l'amant d'Amanda, son nouveau petit ami? On ne savait pas. Et ce simple geste de Lamar indiquait qu'Amanda commençait à tourner la page et que cet homme pourrait être plus qu'un simple ami. Il était potentiellement son nouvel amoureux. En voyant la photo, la colère de James explosa. Fou de rage, il a envoyé immédiatement un SMS au voisin qui lui avait transmis cette image, qualifiant Amanda, je cite, de pute insidieuse, en jurant qu'elle paierait pour ce qu'elle était en train de lui faire subir. Je rappelle qu'ils étaient plus ensemble et que Amanda avait très peur de lui. Mais bon, apparemment, James était déterminé à lui faire payer. Ce message n'était d'ailleurs que le reflet d'une escalade de violence imminente, un signe inquiétant que James n'était pas du tout prêt à laisser Amanda vivre sa vie sans lui. Pour lui, la situation venait de franchir un point de non-retour, et sa haine envers elle, envers celle qu'il avait autrefois aimée, ne faisait que grandir. James Collet n'en était plus à son premier coup d'éclat en violence et en violant aussi l'ordonnance de non-contact. Cela faisait des mois qu'il ignorait délibérément les restrictions qui étaient imposées par la justice. Il harcelait Amanda avec une régularité alarmante et une fois de plus, il a franchi la ligne et cette fois-ci, c'était quelque chose d'assez grave. Nous sommes en 2015, au mois d'août, le 27. À l'approche de l'aube, ivre de colère et sous l'emprise de l'alcool, James est passé à l'acte. En dépit de l'ordonnance restrictive, il s'introduit par effraction dans la maison d'Amanda. À son arrivée, la maison était vide, mais cela n'a pas calmé sa rage. Il retourna à l'endroit de fond en comble, brisant des meubles et des objets personnels, fouillant chaque recoin comme s'il cherchait des preuves de ce qu'il refusait d'accepter. Est-ce qu'il y avait un indice ou quelque chose montrant que Amanda avait bel et bien tourné la page? Au milieu du chaos qu'il créait, il a découvert des vêtements masculins qui ne lui appartenaient pas. Cette découverte a donc confirmé ses craintes. Amanda avait bel et bien trouvé quelqu'un d'autre. Un autre homme qui occupait désormais la place qu'il estimait être la sienne pour toujours. Son ressentiment, déjà palpable comme vous l'avez compris, explosa dans une nouvelle vague de haine. Immédiatement, il saisit son téléphone et laissa à Amanda un message vocal empli de mépris. Il l'a accusée d'être dégueulasse. À cet instant, sa fureur semblait sans limite. Quelques heures plus tard, vers 9h du matin, James se présenta au tribunal pour répondre de nombreuses violations de l'ordonnance restrictive. En particulier, les appels téléphoniques menaçants qu'il avait laissés, même avant qu'on lui envoie cette fameuse photo, comme je vous l'ai dit, il harcelait Amanda de messages, des insultes, des choses qui étaient vraiment choquantes, alors que je rappelle que cette même femme, il l'avait aimée. Son avocat plaida que James, sous l'effet de somnifères et d'alcool, n'était pas dans son état normal lorsqu'il avait commis ces actes. Il argumenta que ces violations étaient davantage dues à une altération de son jugement
plutôt qu'à une véritable intention malveillante. Alors pardonnez-moi, mais je ne suis pas d'accord. Moi je pense que tout simplement il essayait de noyer son chagrin à travers les somnifères et l'alcool, mais que de base c'est ce qu'il voulait, observer Amanda et faire en sorte qu'elle ne change jamais sa vie. Ce que ni les juges ni les avocats présents ne savaient, c'est que James venait de commettre un acte bien plus grave que de simples appels téléphoniques. Juste avant cette audience, comme je vous l'ai dit, il a saccagé la maison d'Amanda et il a laissé encore plus de messages vocaux, toujours plus intimidants. Mais ce détail a échappé à la justice ce jour-là, étant donné que c'était la même journée. Sans connaître la gravité des actions récentes, le tribunal se montra clément envers James. Plutôt que de l'incarcérer, sachant qu'il a violé plusieurs fois ses restrictives, sachant qu'il a harcelé Amanda, sachant qu'il l'a menacé, James a simplement été condamné à suivre des cours de gestion de la colère et à une simple probation non surveillée de 12 mois. Pas une seule journée en prison ne lui a été imposée, pas de garde à vue, absolument rien qui aurait pu protéger ce qui va se produire. Cette décision, prise sur la base donc d'une information littéralement incomplète, allait s'avérer tragiquement fatale. Le système venait de laisser passer l'opportunité d'empêcher ce qui allait se produire et ce qui allait, malheureusement, ne jamais pouvoir être changé. Après sa comparution au tribunal, James, insensible aux avertissements juridiques qu'il venait de recevoir, enfreignit à nouveau l'ordonnance restrictive, presque immédiatement d'ailleurs. Il appela une fois de plus Amanda, qui cette fois-ci a répondu. Pendant environ 14 minutes, les deux échangèrent au téléphone. Le contenu exact de la conversation reste flou, mais il est certain qu'Amanda, même au milieu de ce chaos, ne se doutait pas de l'ampleur de la menace qui pesait sur elle, qu'elle avait à l'autre bout du téléphone. Après cet appel, James, au lieu de se rendre au travail comme prévu, prit une autre décision. Il esquiva ses responsabilités, il est allé acheter de la bière et il a passé le reste de sa journée à laisser sa colère grandir, alimentée par l'alcool et ses obsessions. Pendant ce temps, Amanda était retournée chez elle pour faire face aux ravages que James avait causés dans la maison. La maison qu'elle connaissait si bien, qui était avant un lieu de refuge, son foyer, était aujourd'hui méconnaissable. Les objets étaient éparpillés, brisés. On pouvait tout simplement voir, en fait, à travers ce bazar, la rage silencieuse et destructrice de son ex-mari. Dévastée par ce spectacle, Amanda a appelé deux de ses plus proches amies, Lindy Dobbins et Rachel Hendricks, toutes deux âgées de 39 ans. Elle les a appelées dans le but qu'elles viennent lui tenir compagnie et l'aider à faire face à cette nouvelle épreuve. Je pense aussi que Amanda ne voulait pas rester seule et que potentiellement elle voulait également peut-être se protéger. Peut-être qu'elle se sentait plus en sécurité. Lamar, son nouveau compagnon, vint également les rejoindre. Tous espéraient qu'en se rassemblant, ils pourraient lui offrir à Amanda un peu de réconfort dans cette situation qui est vraiment devenue insoutenable. Comme je vous l'ai dit, de base, elle se sentait en sécurité chez elle, et là, c'était vraiment quelque chose qui lui rappelait en fait qu'elle était en danger, que l'homme avec qui elle a partagé sa vie était une menace constante envers elle. Malgré l'état dans lequel elle se trouvait, Amanda a pris une décision assez surprenante. Elle contacta la police pour signaler les fractions et les dommages causés à sa maison. Cependant, lorsque les officiers sont arrivés, Amanda n'a pas porté plainte. Sa principale préoccupation n'était pas la justice, mais la protection de la relation de ses enfants avec leur père. Malgré tout ce qu'elle avait subi, elle ne voulait pas que James perde la garde partagée des enfants. Elle craignait que de nouvelles accusations ne compromettent ce lien. Peu importe les rancœurs qu'elle avait envers lui, elle voulait pas enlever ses enfants à leur figure paternelle. Et personnellement, je trouve que c'est dommage. Parce que en vrai, je peux comprendre ce que Amanda ressentait. Elle s'est dit, je veux pas que mes enfants n'aient pas de papa. Je veux qu'ils puissent le voir, qu'ils puissent passer du temps avec lui. Mais son papa, le papa des enfants, son ex-mari, semble extrêmement dangereux, donc peut-être que ça ne les aurait pas autant protégés que ça. Malgré l'insistance des officiers, Amanda n'a pas voulu pousser les choses plus loin. Elle n'a pas porté plainte, elle a simplement fait un état des lieux de sa maison. Après avoir constaté son refus de déposer plainte, les agents sont partis. Ils ont dit que la situation était sous contrôle.
Mais ce que Amanda, Lamar et les deux amis ne pouvaient pas savoir à ce moment-là, c'est que la menace était très loin d'être écartée. Quelques minutes plus tard, après le départ de la police, James se dirigeait déjà vers la maison d'Amanda, avec un pistolet chargé sur ses genoux, la fureur qui bouillonnait et qui lui atteignait qui était en train de lui monter à un point de non-retour. Ce qui se profilait n'était rien moins que de l'escalade vers une violence et une tragédie inévitables, alimentée par une rage et une destruction de James. James, dévoré par la colère et l'alcool, se gara discrètement derrière la maison, prêt à commettre l'irréparable. Sans perdre de temps, il prit le pistolet qu'il avait apporté et il visa les portes en verre qui donnaient sur la maison. Dans un éclat de violence, il commença à tirer, déchargeant des balles en succession rapide. Le verre explosa sous l'impact, projetant des éclats dans toutes les directions et transformant ce domicile familial, ce foyer sécuritaire, en une scène de chaos. À l'intérieur, Amanda, Lamar, Lindy et Rachel, qui ne s'attendaient absolument pas à tout ce qui se passe, à cette attaque brutale, furent pris au dépourvu. La terreur s'empara d'eux en un instant. Les balles sifflaient autour d'eux, perçant les murs, traversant les pièces, tandis que les éclats de verre brisés volaient dans l'air, comme des projectiles meurtriers. Dans une panique totale, les quatre se mirent à courir frénétiquement, cherchant une cachette, un refuge, quelque chose qui pourrait les protéger de cette pluie de balles. Le vacarme assourdissant des coups de feu, combiné au fracas du verre brisé, amplifiait l'horreur de la scène. Chaque mouvement était dicté par un instinct de survie. Et alors que chacun tentait de se dissimuler, caché derrière des meubles, dans des coins ou dans des salles, loin de la ligne de mire de James, les choses s'aggravaient. La maison, qui était, comme je vous l'ai dit, ce lieu de sécurité, s'était transformée en une zone de tir, un piège mortel. Il était impossible de savoir où le prochain coup de feu frapperait. La terreur était palpable dans cette maison, sous l'assaut de James, et ne laissait aucun doute sur son intention. Ce n'était pas un simple acte de vengeance, mais bel et bien une attaque calculée pour détruire tout ce que Amanda avait de précieux. Et finalement, c'était la suite de ce qu'il avait déjà commencé dans la maison, à tout saccager. Lamar parvint à s'enfuir de la maison, en courant dans la rue, échappant de justesse à la fusillade qui ravageait l'intérieur de cette maison. Pendant ce temps, Amanda, pétrifiée, courut se réfugier dans la salle de bain principale. Ses deux amies, Lindy et Rachel, se précipitèrent dans la chambre et se cachèrent dans le placard, tentant d'échapper à cette violence. Retranchées dans leur cachette, elles pouvaient entendre Amanda crier à James de cesser de tirer. Mais sa voix était mêlée aux hurlements de James qui, fou de rage, criait sans relâche « Où est-il ?» cherchant frénétiquement Lamar. Puis, soudain, un coup de feu résonna plus fort que les autres. Et un silence glaçant s'installa. Amanda s'était tue, laissant Lindy et Rachel dans l'angoisse la plus totale, terrifiées à l'idée de ce qui venait de se produire. Elles entendirent alors les pas lourds de James s'approcher de leur cachette. La tension monta d'un cran, et Rachel, dans un élan de survie, pressa tout son poids contre la porte du placard pour empêcher James d'entrer, tandis que Lindy, tremblante, tentait d'appeler le 911. Chaque seconde semblait interminable, le souffle coupé par l'horreur imminente. James, dans sa rage aveugle, se mit à forcer la porte. Il tira plusieurs coups de feu à travers le bois, manquant de peu Rachel, qui recula sous la pression. Dans sa panique, elle relâcha la porte, créant une ouverture. La porte s'entrouvrit juste assez pour que James, sans pitié, tire à nouveau, touchant Lindy. Le désespoir était palpable à travers le téléphone, alors que Lindy, agonisante, criait au répartiteur du 911 qu'elle venait de se faire tirer dessus. Tandis que le chaos s'intensifiait, Rachel, d'une manière miraculeuse, a réussi à se cacher derrière la porte, échappant à la vue de James. Lorsqu'il se détourna, croyant avoir accompli son terrible dessein, elle saisit sa chance. Sans un bruit, Rachel se faufila hors du placard, puis de la chambre, avant de sortir de la maison. Ses jambes la portèrent aussi vite qu'elle pouvait, traversant la rue jusqu'à un voisin. Son cœur battait à la chamane alors qu'elle s'effondrait, enfin en sécurité. Sous état de choc, elle appela le 911 pour signaler ce qu'elle venait de vivre. Sa voix tremblante annonçait l'horreur que ses amis étaient abattus. Mes deux amis viennent d'être assassinés par James Coley Jr.
C'est ce qu'elle a dit au répartiteur. En quelques minutes, la tragédie s'était scellée, laissant dans son sillage une violence indescriptible. James venait de détruire la vie d'Amanda, mais aussi celle de ceux qui avaient tenté de la soutenir. Le tout sous l'emprise d'une rage aveugle et irrationnelle, mêlée à l'alcool. Alors que la police accourait vers la scène du crime, James, laissant derrière lui un carnage inhumain, quitta calmement la propriété. En route, il passa un appel à son père pour lui confesser ses actes. Sa voix était froide et dénuée de remords. Il disait « J'ai fait ce que j'avais à faire ». Ces quelques mots, chargés de violence et de fatalité, marquaient l'accomplissement de son plan macabre. Et après cet appel, il est passé chez sa sœur, prenant quelques affaires, avant de s'enfuir de l'État, dans une tentative de fuir la justice. Sa cavale a pris fin en Virginie, mais pas à cause d'une enquête policière. Une femme appela la police après avoir remarqué qu'un conducteur, visiblement dangereux, tentait de la forcer à quitter la route. Et lorsque la police interpellait le véhicule, ils ont découvert James Coley Jr., extrêmement ivre au volant, incapable de cacher son état d'ébriété. Son arrestation mit fin à sa fuite, mais son comportement erratique et imprudent confirmait à quel point il était hors de contrôle. Au moment de son procès, l'avocat de James tenta une fois de plus de plaider la même ligne de défense, une combinaison de médicaments et d'alcool, arguant que James n'était pas pleinement conscient de ses actes lors des événements tragiques. Excusez-moi, mais là ça commence à être trop. Cependant, cette fois, la défense prit un tournant encore plus choquant et plus désespéré. L'avocat décida de rejeter une partie de la responsabilité sur la victime elle-même, Amanda. Vous avez très bien entendu. Il tenta de présenter son comportement comme une provocation, arguant qu'elle avait commis l'adultère puisque son divorce n'était pas officiellement finalisé. Selon cette stratégie de défense, ce prétendu crime passionnel aurait été déclenché par les choix d'Amanda, qui aurait précipité la tragédie par sa nouvelle relation avec Lamar. Alors je vous assure que quand j'ai lu ça, j'étais, excusez-moi de l'expression, mais sur le cul. C'est-à-dire que la dame, elle s'est faite tuer, sa meilleure amie aussi, son autre meilleure amie a failli se faire tuer et son petit ami également, et tout ça, ça aurait été en partie de la faute d'Amanda parce qu'elle était en train d'avoir une vie heureuse. Ok, le mariage n'a pas été officiellement dissous, mais bon, excusez-moi, personne ne va parler du comportement du mec là. Cette tentative de blâmer Amanda pour ses propres meurtres, en mettant en avant sa vie privée, ses relations, a révolté beaucoup de gens qui ont suivi le procès. J'ai pas suivi ce procès, mais je vous en parle, ça me révolte aussi. Finalement, ce n'était rien d'autre qu'une tentative de détourner l'attention de la brutalité des actes de James. Une stratégie insidieuse visant à dépeindre ses crimes comme une réaction compréhensible, voire justifiable à ce qu'il considérait comme une trahison. Mais rien ne pouvait justifier la violence et la destruction qu'il avait infligée à Amanda, à Lindy, mais aussi à Rachel. Au final, malgré cette ligne de défense, la vérité reste inébranlable. James Coley avait commis un double meurtre brutal, motivé par une jalousie maladive et une incapacité à accepter la fin de son mariage. Les efforts de son avocat pour atténuer la gravité de ses actes ne purent masquer l'atrocité de ce crime. Le 18 juillet 2018, le verdict est tombé. Le jury, après avoir examiné les preuves, a unanimement reconnu James Coley coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre pour la mort de Amanda et de Lindy, mais également 2 chefs de tentative de meurtre au premier degré, de cambriolage et de harcèlement aggravé. 4 mois plus tard, en novembre 2018, la justice rendait sa sentence définitive. Il a été condamné à la peine de mort, le prix ultime pour ses crimes. Depuis cette tragédie, les 2 jeunes enfants d'Amanda, une fille de 7 ans et un fils de 8 ans, sont sous la garde aimante d'un membre de la famille. Ces enfants ont perdu leur mère, mais ont également vu leur père devenir l'auteur de cette tragédie. Ils ont dû faire face à un traumatisme profond. Ils grandissent aujourd'hui dans un environnement familial entouré de personnes qui s'efforcent de leur offrir un semblant de normalité. Il est également essentiel de se souvenir de Lindy, l'une des victimes de ce massacre. Elle n'était pas seulement une amie dévouée, c'était aussi une mère attentionnée de 3 enfants, profondément impliquée dans sa communauté, toujours prête à aider, qui d'ailleurs, elle se trouvait chez Amanda pour simplement l'aider, aider son amie en détresse. Ce crime terrible a laissé une cicatrice indélébile, mais il a également mis en lumière la force et la résilience des familles des victimes qui continuent de se battre
pour faire en sorte de sauver la mémoire des personnes qu'elles ont perdues. La tragédie qui s'est déroulée cette nuit-là dans la maison d'Amanda a laissé des blessures profondes dans le cœur de tous ceux qui ont été touchés. La douleur de perdre une mère ou une amie et une figure communautaire comme Lindy est une épreuve que ses proches porteront pour toujours. Pour les enfants d'Amanda, le souvenir de leur mère et de l'amour qu'elle leur a donné devra désormais coexister avec l'absence d'une figure parentale et la réalité d'un père devenu meurtrier. Au-delà des conséquences juridiques, on est aussi sur une question plus vaste qui peut émerger, celle de la violence domestique, de la jalousie et des drames humains qui peuvent se jouer derrière les portes fermées. On le sait et on en parle souvent, chaque jour des personnes se battent pour échapper à des relations toxiques. La mémoire d'Amanda et de Lindy doit servir de rappel de l'importance de l'écoute, du soutien et de la solidarité dans les communautés. Voilà tout le monde pour cette histoire, l'histoire de Amanda, de Lindy, de James, Rachel et de Lamar. J'espère que cette histoire était inédite pour vous et qu'elle a pu vous apporter quelque chose, peut-être des connaissances par rapport à ce qui peut malheureusement se passer à l'intérieur de relations. Peut-être aussi un petit peu d'énervement par rapport à la défense qui a essayé de faire passer ça comme une vengeance qui était justifiable. Je vous laisserai me dire tout ce que vous avez pensé de cette affaire dans l'espace commentaire, je pense qu'elle va faire parler. N'oubliez pas de liker et de commenter pendant que vous y êtes et de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. Je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle histoire horrifique. En attendant, prenez grand soin de vous.